Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre sur la chaîne YouTube des Contrepoints de la Santé. Bonjour également à notre public un peu restreint. Ici réunis, ça ne s'invente pas, à la terrasse, place de l'école militaire. C'est la sagacité de Philippe Leduc, probablement dans cette période de couvre-feu, qui nous a trouvé ce lieu merveilleux, mais un peu militarisé, je trouve. En tout cas, nous sommes très heureux avec Philippe Leduc et Renaud Degas et toutes les équipes des Contrepoints de la Santé de nous retrouver. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons traiter d'un sujet essentiel, probablement le nœud gordien, dit-on, de la politique de santé de la médecine française, du système de soins, toujours évoqué, jamais finalisé, jamais réglé, celui des urgences et de l'accès aux soins. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé le service d'accès aux soins parmi les 33 mesures du Ségur de la Santé, mais cela avait été également très envisagé par la ministre précédente, Agnès Buzyn, comme porte d'entrée unique vers le système de santé pour les soins en urgence et les soins non programmés. Pour évoquer ce sujet et quelques autres dans cette période exceptionnelle de crise sanitaire, nous recevons deux spécialistes de la médecine et des urgences qui sont des habitués des Contrepoints de la Santé. Nous avons beaucoup de plaisir de vous retrouver. Jacques Battistoni, vous êtes le président de MG France. Et François Braun, vous êtes un urgentiste et vous êtes le président de SAMU Urgence de France. Autant dire que ce sujet que nous voulons traiter aujourd'hui, SAS, c'est-à-dire Service d'accès aux soins, panacée ou l'heure, nous l'avons, et vous en êtes des spécialistes, et nous l'avons enregistré ce jour 16 octobre en matinée. Nous remercions de leur fidélité et de leur solidarité nos excellents partenaires des Contrepoints de la Santé. Je les cite avec beaucoup de plaisir: BVA, Canon Médical, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Philippe Leduc. Première question, donc nous allons parler du service d'accès aux soins, mais pas que. Ce service, ce SAS, paraît en effet la solution au problème d'accès aux soins, de déserts médicaux, d'engorgement des urgences, des soins non programmés et de la qualité des prises en charge, et aussi peut-être pour la réalisation des tests Covid qui posent aujourd'hui quelques problèmes encore. En proposant justement aux Français qui le souhaitent la solution la plus adaptée à leurs besoins de santé. Les Français sont pour. Odile Peixoto va nous le détailler dans le sondage BVA réalisé pour les Contrepoints de la Santé. 77% sont pour ce service. Et on verra ce que vous en pensez. Comment l'organiser. Ça avait été lancé par Agnès Buzyn. Ça a été très largement repris par Olivier Véran. Alors, panacée ou l'heure, vous allez nous expliquer. Mais bien évidemment, avant de répondre à cette question, quel est votre sentiment de la crise actuelle ? Dans les cabinets de médecine générale, vous êtes à Caen. Dans les services d'urgence et du SAMU, vous êtes à Metz, mais vous êtes SAMU de France. Un petit point d'abord sur la situation sanitaire actuelle. Alors, contrairement au mois de mars dernier, où on avait vu des patients, mais très vite, la fréquentation de nos cabinets avait chuté, d'une part, et d'autre part, très vite, le nombre de patients suspects, parce qu'en fait, on n'avait pas de diagnostic à l'époque. Il faut se rappeler qu'on n'était pas capable de dire si ce patient avait ou pas, faute de test, un Covid vraiment. Et donc, très vite, la fréquentation avait chuté. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'un peu inverse. D'abord, ce n'est pas une montée en flèche comme on avait connu dans nos cabinets, en tout cas, je ne parle pas des courbes, mais dans nos cabinets, il n'y a pas de montée en flèche. Par contre, il y a une augmentation régulière, lente mais régulière, de la fréquentation des cabinets. J'ai fait un rapide calcul pour donner une idée. Je crois que souvent, on a l'impression qu'on va être débordé parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux urgences. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a environ 100 000 nouveaux cas de Covid toutes les semaines en France, rapporté au nombre de médecins généralistes, et à la louche, il y en a à peu près 50 000, ça fait 2 par semaine. Donc c'est évidemment, quand on dit ça, tout à fait gérable. Juste un autre chiffre, si on considère qu'il y a environ, là encore je fais une moyenne, parce que les chiffres bougent et ils sont différents en fonction des régions, mais si on considère qu'un test sur 10 est positif, ça veut dire que pour avoir 2 patients positifs par semaine, on va se retrouver avec une vingtaine de patients pour lesquels on va prescrire un test, ou pour qui il y aura eu un test de prescrit, parce qu'il peut avoir été prescrit par d'autres. Et donc ça donne une idée un petit peu de la fréquentation dans nos cabinets. Oui, dans les cabinets de médecine générale, Pascal, donc vous êtes prêts, vous êtes organisés et vous pouvez faire face à une montée en puissance ?
Tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. On est en capacité de recevoir plus de patients. C'est certain que ça demande du travail, un travail spécifique. Chaque patient Covid entraîne lui-même, à travers la recherche de cas contacts, du travail supplémentaire. Néanmoins, on voit bien qu'on est en capacité de monter en charge encore et qu'on peut au plus s'organiser entre nous. On l'a fait quelquefois dans des centres dédiés. On peut le refaire. Oui, tout ne passe pas par vous, Jacques Battistoni. Non, tout ne passe pas par nous, bien entendu. Il y a les urgentistes, bien sûr, qui voient une partie des gens, hein, donc François le dira après. Il y a aussi l'activité d'SOS médecins dans les grandes villes. Il y a aussi les gens qui sont vus pendant le week-end. Et la télémédecine, on en parlera. Et mais la télémédecine, j'ai envie de dire que celle que nous faisons aussi et peut-être surtout. Et alors, dans les services d'urgence, dans le SAMU, est-ce qu'il y a une montée en puissance? Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, la situation est effectivement, et je rejoins Jacques, complètement différente avec ce qui s'est passé au mois de mars. Au mois de mars, on a vécu un véritable tsunami, ce n'était même pas une vague. C'est-à-dire que l'augmentation a été en quelques jours. Au niveau de la régulation médicale, pour vous donner une idée, je dis bien régulation médicale, qui regroupait urgentistes et généralistes. On n'était pas du tout... Mais surtout dans certaines régions. Alors, la régulation médicale, ça s'est passé dans toute la France. On a multiplié par 2,5 le nombre d'appels. Alors, multiplié par 2,5, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si je vous dis que c'était 80 000 appels supplémentaires par jour, là, ça commence à être un petit peu plus précis. Et ça a duré une semaine à peu près. On avait bien vu en mars que cette augmentation du nombre d'appels a précédé de 15 jours les hospitalisations en réanimation. Donc, on avait quelque chose qui s'est suivi de façon extrêmement brutale. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que l'activité de régulation médicale augmente globalement entre 10 et 25% en fonction des endroits. Là aussi, plutôt sur toute la France. Et la situation dans les hôpitaux en mars, c'était 2 régions, Grand Est et Île-de-France, qui ont été submergées. Là, on a une situation qui atteint toute la France. Donc ça, c'est déjà une problématique. On n'a plus de réserve quelque part à l'autre bout du territoire. Et nous sommes confrontés dans les hôpitaux à 3 situations, 3 problèmes en même temps. Le premier, ce sont les pathologies hivernales qui arrivent. C'est habituel. Mois d'octobre, mois de novembre, on a une augmentation d'activité. Le second, c'est toute l'activité programmée qui n'a pas pu être faite pendant le confinement. Et les hôpitaux, les cliniques aussi, n'ont toujours pas rattrapé ce manque d'activité. Et enfin, se rajoute le Covid qui augmente la saturation des services. Donc les services sont saturés par ces 3 types de pathologies. Et nous sommes dans une situation extrêmement fragile actuellement, presque plus qu'au mois de mars. Ah, voilà, c'est ce que, avec Philippe et tout le monde... on veut vous interroger, François Braun et Jacques Battistoni. On vient quand même, le président de la République, l'État vient de décréter un couvre-feu, c'est quand même pas rien. Est-ce que cette angoisse était, selon vous, médecins, grands spécialistes l'un et l'autre de ces questions, est-ce que c'était justifié? Et de fermer notamment quand même également, on le sait bien, les restaurants. C'est légitime, cette inquiétude est légitime. Il y avait, puisque ça a été fait, besoin de mesures fortes, c'est clair. On a très bien vu au mois de mars que quand le confinement qu'on a appelé de nos voeux vraiment a été déclenché, ça a stoppé l'expansion de l'épidémie. Et d'ailleurs, elle est restée sur l'est de la France et sur Paris. Et ça, c'est grâce au confinement. Il n'y a pas d'autre secret. Le confinement plus toutes les mesures barrières qui sont essentielles. Là, on n'est plus dans une situation de vague. On est vraiment dans une situation où la baignoire se remplit. La marée monte, on a de l'eau jusqu'à la taille. Demain, ce sera jusqu'aux épaules. Il ne faut pas que ça passe au-dessus de la tête. C'est ça le problème. Donc ces mesures qui renforcent les mesures barrières sont nécessaires. Pour moi, c'est une évidence. Mais alors, oui, allez-y. Oui, je crois qu'il faut trouver un intermédiaire. On sait bien que le confinement total, il est efficace. François l'a rappelé. Il a très bien marché. Et en même temps, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit intermédiaire entre ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dont malheureusement on voit que ça ne produit pas d'effet, et des mesures supplémentaires qui aient vraiment un impact sur les chiffres. Et ça, les chiffres, on les observe évidemment avec beaucoup d'attention. Il faut impérativement qu'on s'écarte de la courbe qui nous emmène inexorablement dans le mur. Oui, mais on n'aurait pas pu, parce que quand même, je suis désolé, ça fait un peu café du commerce, mais franchement, on n'aurait pas pu dire les restaurants, 10 heures, c'était quand même, ça sauvait quelques restaurants, franchement. Ouais, je pense que l'heure en elle-même, personne n'est capable de dire que ça doit être 9h, 10h, 11h. Enfin, sauf les restaurateurs qui, effectivement, vont peut-être... Non, mais les restaurateurs ont fait un travail, moi, que je considère exemplaire, c'est-à-dire qu'ils se sont organisés avec des mesures barrières extrêmement strictes, etc. Alors, c'était obligatoire de leur imposer ça? Vous savez, la médecine, le poids sanitaire? On le dira dans 4 semaines. Pourquoi je dis ça? Parce que les mesures qui sont prises aujourd'hui, avec cette cinétique d'épidémie, on en verra les effets dans 3 ou 4 semaines. Alors, si elles sont suffisamment suivies, peut-être que dans 3 semaines, on pourra lever un petit peu la pression.
Jacques Battistoni, oui. Ouais, cette question-là, c'est une question clé. Quel est l'impact de chaque mesure? Est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences d'une mesure prise sur la courbe, sur l'épidémie? J'ai posé la question à 2 endroits. J'ai posé la question au conseil scientifique, à Pierre-Louis Drouet, qui est représentant des médecins généralistes et des professions libérales au sein du conseil scientifique. Il m'a dit on commence à avoir une modélisation de l'impact de chaque mesure. Mais on commence seulement. On essaye d'élaborer des modèles qui nous permettraient de dire, voilà, mais on n'en est pas là. J'ai posé ensuite la même question à Olivier Véran. Et il m'a dit, aujourd'hui, on prend plusieurs mesures à la fois. Et donc, c'est très difficile. C'est de là. On a l'habitude de ça en termes scientifiques. Quand on fait 3 choses simultanément, on ne peut pas connaître l'impact de chaque séparément. D'accord. Donc, alors, je crois qu'on va encore apprendre de tout ça. Et je crois qu'il faut être humble et qu'on fait ce qu'on peut avec des connaissances imparfaites. Vous adhérez aux mesures prises pour casser la courbe. On l'a vu, les cabinets de médecins généralistes vous dites, bon, on est prêt, on est organisé, on peut monter en puissance. Le 15 avait été embouteillé en mars. Est-ce que le 15, il est prêt? Parce que vous avez parlé des hôpitaux, en effet, il y a les malades Covid, il y a les malades classiques, etc. Donc là, on voit bien que les services d'urgence sont très occupés. Mais le 15, on n'avait pas beaucoup parlé. Alors, embouteillé en mars, je ne peux pas souscrire à ça, parce que ce n'est pas vrai. Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure... Pourtant, ça a été dit, mais je sais que vous dites le contraire. Oui, il y a eu 80 000 appels supplémentaires, il faut les traiter. Les SAMU Centre 15 se sont organisés avec nos collègues généralistes, et ça, je tiens vraiment à le dire. Sans eux, on n'aurait pas pu passer ce tsunami, en modifiant leur organisation, en se mettant en mode SaaS, d'ailleurs, pour faire le lien, ce qui nous a permis d'absorber ce nombre d'appels. Les gens ont eu des réponses rapides. Alors, il y a toujours des exceptions, on va toujours trouver des histoires. Ils ont eu des réponses rapides. Par contre, ils ont pu attendre après, une fois que ça avait été trié, qu'on avait éliminé le cas grave, ils ont pu attendre longtemps. Effectivement, on a pu les rappeler parce qu'ils attendaient trop longtemps. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on a montré qu'en mettant des moyens, en changeant d'organisation, des moyens humains, des moyens techniques, on a pu absorber, on a pu multiplier par 2,5 quand même sur quelques jours. Dans les cabinets médecins généralistes, ou pas généralistes d'ailleurs, le 15 aussi, c'est votre sentiment aussi, pas d'embouteillage? Je crois que la situation qu'on a eue au mois de mars a bien montré tout l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un service d'accès aux soins organisé. Alors on y arrive justement, voilà, on y arrive. Alors le service d'accès aux soins lancé par Agnès Buzyn, repris par Olivier Véran, c'est vrai que ça a l'air d'être la panacée. Bon, la Fédération hospitalière de France a dit en juillet dernier, alors on y va, en avant. Alors c'est vrai que le Covid a un peu compliqué tout ça, mais on a l'impression que c'est la panacée et puis on ne le voit pas poindre, on ne le voit pas arriver. Alors, est-ce que vous, sur le principe, ce service d'accès aux soins, avec un universel, avec un numéro de téléphone, des services numériques, Internet, etc., est-ce que sur le principe, vraiment, pour les déserts médicaux, les soins non programmés, les urgences, tout ça, est-ce que c'est la solution, sur le principe d'abord? Alors, ouais, je ferai un premier constat. Sur les appels qui arrivent au centre 15, de plus en plus, on a des appels qui relèvent des soins non programmés et qui ne relèvent pas de l'urgence médicale. Alors, les soins non programmés, c'est les urgences non vitales, on va dire. Je ne dirais pas, c'est même pas forcément urgent. Qu'est-ce que c'est un soin non programmé? C'est le médecin, j'ai besoin d'avoir un avis médical dans un délai qui n'est pas trop long, par exemple, parce que j'ai une lombalgie aiguë, j'ai vraiment mal, dans la journée, voire le lendemain. Je crois que cette histoire de 24-48 heures, c'est le bon truc. Et en même temps, mon médecin traitant, qui est mon recours numéro 1 et que je dois appeler en priorité, et il faudra le dire dans la communication, pour X ou Y raison, n'est pas disponible. Ou bien, je n'en ai pas. Je rappelle c'est quand même le plus fréquent, non? Oui, c'est moins de 10% de la population, et sur ces 10%, la moitié ne souhaite pas avoir un médecin traitant, par exemple parce qu'ils sont 40 ans et qu'ils ne sont jamais malades et qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Oui, vous nous confirmez ce chiffre. Il y a moins de 10% de Français. Oui, c'est un chiffre théorique d'inscription à la CNAM. Oui. Et moi, j'en ai parlé de nombreuses fois, et je me souviens avoir été interpellé sur ces chiffres-là. J'ai rappelé aussitôt la CNAM, j'ai eu les chiffres dans la journée. Il y a moins de 10%. Ouais. Aujourd'hui, on est à 9 et quelques. Alors, revenons sur notre sujet. Donc, est-ce que ce service d'accès aux soins, avec un numéro de téléphone, un service Internet, est-ce que c'est la solution? Alors, allez-y, mais sur le principe déjà. Après, on verra l'organisation, parce qu'on voit que ça n'avance pas quand même. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut mettre d'abord sur la table pour bien expliquer ce que c'est. La première, c'est... Alors, Jacques disait, c'est quoi des soins non programmés? Moi, je vais dire, c'est quoi une urgence? Déjà, qui définit l'urgence? Prétendre que quand on a mal dans la poitrine, on est capable soi-même de dire c'est un infarctus ou une crise d'angoisse, c'est très très probablement faux. D'ailleurs, on le voit tous les jours dans les appels. Donc, c'est le patient qui définit son urgence. Je crois que c'est ça, en fait. Il faut partir de là, il faut partir du patient. Et effectivement, une fois qu'un médecin a pris en charge cet appel,
médecin généraliste, médecin traitant, urgentiste en fonction de la gravité des symptômes déclarés, on va pouvoir dire ça relève de l'aide médicale urgente ou ça relève de la médecine générale. Je crois que c'est ça qui est important, c'est le patient qui définit son urgence. Ça veut dire que dire au patient vous pouvez faire tel numéro, tel autre, tel machin, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir non pas un point d'entrée unique, mais d'avoir un point d'entrée commun. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'on a vu pendant la crise, c'est qu'on se retrouve autour d'une filière, d'un point d'entrée commun, et ensuite on dispatche dans les différentes filières de prise en charge. C'est ça l'état d'esprit du SAS au départ. C'est mettre en avant la régulation médicale, parce que je le répète, un médecin seul peut définir ce qu'est une urgence médicale sur un appel d'un patient, et ensuite l'orienter vers le parcours de soins le plus adapté. C'est indépendant, le principe du SAS, je crois que ça c'est important, est indépendant de la notion de numéro. Et ça résoudrait alors, ce qu'on appelle les soins non programmés, donc de trouver un médecin généraliste rapidement. Là aussi, pardon. Alors, non, mais de votre point de vue, puis après on passera. Je pense que là aussi, il y a deux éléments dans le SAS. Il y a cette partie porte d'entrée, régulation médicale. Diagnostic, quelque part, orientation. Diagnostic, mais vraiment la régulation médicale, qualifier, agir, orienter, c'est ça qui est important. Ensuite, il y a l'effection. Et l'effection est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Effection aussi bien de l'aide médicale urgente. Nous ne sommes pas parfaits en France. C'est assez fondamental, l'effection, comme vous dites. Oui, c'est fondamental. Il faut trouver un médecin. Ça permet justement de bien mettre chacun face à ses responsabilités aussi. C'est-à-dire l'effection sur l'aide médicale urgente, le déploiement des SMUR, des hélismur, etc. Et l'effection de la médecine générale, avec tous les acteurs de l'effection de la médecine générale, en journée comme en horaire de permanence sans monter, des soins. François Braun, sans monter, parce que c'est quand même ça qui inquiète les Français, sans monter des usines à gaz, d'accord ? Que ça soit efficace. Et Philippe a dit quand même, il y avait des engagements. Alors on sait bien qu'on vit une période exceptionnelle, soit, mais enfin les ministres avaient annoncé, je crois d'ailleurs, j'ai relu, dont le généraliste, pour l'été, notamment, que c'était pour l'été. Passé. Et puis là maintenant on est en octobre. Il y a une épidémie entre les deux. Bon, alors, Jacques Battistoni, sur le principe du SAS, qu'on définisse bien ce dont on parle. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Braun ? Oui, je vais préciser un peu plus les choses. D'abord, on a un appel qui arrive. Cet appel, il relève soit d'une urgence médicale, soit d'un soin non programmé. Comme le dit François, il arrive à ce que nous, on appelle un front office, c'est-à-dire, quelque part, une plateforme commune avec un Parlez médecin. français. Ouais. Une plateforme. Une plateforme. C'est comme ça que je parle dans leur jargon. Les gens de l'informatique. Donc, les Normands sont très sensibles à l'Angleterre, à l'anglais. C'est vrai. Parce que quand même, depuis Guillaume le Conquérant. Bon. Donc ça arrive. Après, très vite, très vite, et ça on était tombé d'accord là-dessus, ça doit être dispatché, encore un mot anglais, je suis désolé, ça doit arriver soit à l'urgence médicale, donc là on arrive sur le centre 15, soit, et ça n'existait pas auparavant, vers un endroit, une secrétaire qui va répartir ses appels. Et la nouveauté fondamentale du SAS, c'est d'offrir une réponse organisée des soins de ville face à ces demandes de soins non programmés, dont on sait très bien qu'elles représentent la majorité des situations. Alors, où ça bloque aujourd'hui ? Pourquoi ça avance pas ? Alors, il y a le Covid, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a des freins. Alors, on verra le numéro. Ouais. Le numéro unique ou multiple, c'est un gros blocage. Mais avant de parler du numéro, pourquoi ça n'avance pas ? Alors, qu'est-ce que nous avons besoin, nous, médecins libéraux, médecins généralistes libéraux ? On a besoin d'une organisation autonome des soins non programmés avec un opérateur, c'est-à-dire une secrétaire qui va recevoir les appels qui vont lui être passés par le premier numéro, je ne sais pas comment l'appeler, et ensuite un médecin régulateur qui va éventuellement l'aider, la conseiller, voire réorienter les appels s'il s'avère que cet appel relève d'une urgence médicale. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle les effecteurs. C'est qui les effecteurs ? Ce sont l'ensemble des médecins généralistes du territoire. C'est ces fameuses organisations territoriales dont on a parlé qui doivent permettre aux gens d'avoir une réponse. On arrive au CPT, à ce comité territorial de santé. Et en fait, la taille, c'est probablement l'échelle du département. Donc il faut que les CPTS mettent en commun leurs moyens pour organiser cette réponse. Mais alors, comme disait Pascal, c'est une usine à gaz. Non, l'objectif, c'est que tous les médecins généralistes participent à ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a la plupart du temps des services de prise en ligne de rendez-vous par Internet. Il faut que l'opératrice, elle puisse accéder à ses agendas, elle puisse inscrire directement sur les 1, 2 ou 3 Ça veut dire que les médecins débloquent, on comprend bien le système. Ça veut dire que des créneaux, ils sont prêts à le faire, etc. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire, justement ? C'est la question. Il faut les motiver. Il faut les motiver. Les motiver, c'est-à-dire les rémunérer. De l'argent, les rémunérer, mais pas que. Et donc ça bloque.
Et est-ce que à votre niveau, là, chez les urgentistes, SAMU, SMUR, etc., vous jouez le jeu, c'est-à-dire vous enverrez les urgences à l'hôpital, chez les médecins généralistes, dans les cliniques privées, les pompiers continueront à jouer un rôle. Enfin, vous savez, toutes ces polémiques. On a failli inviter un pompier, puis on s'est dit que ça risquait d'être trop polémique. Bon, les histoires polémiques sur les numéros, sur ce qui s'est passé pendant la crise, je veux passer au-delà de tout ça. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Regardons un petit peu ce qu'on peut construire demain. Est-ce que les urgentistes sont prêts à donner, entre guillemets, aux généralistes ce qui leur appartient, ce qui ne nous appartient pas du tout? Bien entendu, mais bien entendu. Appartenir, le mot est ambigu un peu. Oui, rien ne vous appartient. Oui, rien n'appartient. Relève, Moi, je vais vous donner un exemple, parce que je le vis tous les jours depuis plus de 20 ans en Moselle, puisque nous avons des collègues généralistes à côté de nous, 24 heures sur 24 en régulation. Mais un généraliste régule bien mieux qu'un urgentiste les appels qui relèvent de la médecine générale. Comme un urgentiste régule mieux les appels qui relèvent de l'aide médicale d'urgence. C'est une évidence. Le problème de la régulation médicale avec ces deux pieds, pour marcher sur ces deux jambes, il est évident tous les jours dans les endroits où on travaille en bonne collaboration avec nos collègues généralistes. Donc vous êtes d'accord pour une orientation là où c'est bien pour le patient. Alors, mais juste pour préciser, oui. le SAS ne va pas s'arrêter à ça. Non. Qu'est-ce qu'on a comme problème de santé actuellement? On a des problèmes qui sont connus de toxicologie, les centres antipoison. Ils sont associés dans une filière spécifique. Pas à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région ou d'une interrégion, mais ça fait partie d'une des filières du SAS. Les suivis de patients psychiatriques, par exemple, les réseaux vigilance des psychiatres sur toute la problématique des tentatives de suicide, ça s'intègre selon le même schéma. On a des régulations des transferts périnataux, par exemple, à l'échelle souvent régionale. Là aussi, donc c'est vraiment un service universel qui rendra service sur tous les besoins de santé. C'est l'esprit. Est-ce que, juste avant de passer au numéro, unique ou multiple, vous dites les médecins vont s'organiser, etc., il faut les aider. Bon, aujourd'hui, au niveau de négociations avec l'assurance maladie, on n'a pas l'impression que ça avance vraiment. Et puis, ça va passer par les CPTS, les communautés territoriales de santé. Mais certains de vos confrères syndicalistes disent que 80% des médecins ne veulent pas des CPTS. Alors, est-ce que c'est excessif ou on y perd notre latin, là? Je ne dirais pas qu'ils ne veulent pas des CPTS. La plupart du temps, ils ne les connaissent pas. Y a pas ça des fait quand même 2 ans qu'on en parle. Tout le monde en parle. Ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'il y a eu un accord conventionnel qui a été signé qui permet de valoriser les CPTS, qui permet de les financer, tout simplement. Donc, les choses se mettent en place progressivement. Il faut presque un an pour conclure un dossier, parce que c'est compliqué, parce que nos partenaires, ils nous demandent toujours plus, et quelque part, on a besoin de leur expliquer qu'il faut faire vite et qu'il faut faire simple. Mais je dirais, ce qui est important, c'est que les soins de ville soient structurés, soient organisés. Et c'est une véritable... On dit ça depuis 20 ans. Hein. Ouais, c'est une révolution. Mais je crois que quelque part, quand même, que maintenant, ça commence à se mettre en place. On a plein d'éléments qui nous permettent de le dire. Les maisons de santé ne résument pas l'exercice coordonné. On le sait très bien. Les CPTS, on organise les soins, on ne les réalise pas en eux-mêmes. On a encore un autre modèle qui s'appelle les équipes de soins primaires qui doivent se mettre en place. Tout ça, c'est dans le paquet de la négociation qu'on fait aujourd'hui avec l'assurance maladie. Jacques Battistoni, les Français qui effectivement ont probablement, enfin les citoyens, peut-être du mal à entrer dans ces cathédrales d'organisation que vous essayez de mettre en place, mais qui sont sans doute nécessaires de notre côté, nous le pensons. Cela étant dit, en fait, ils craignent que les Français malades, les malades, vont beaucoup se déplacer pour trouver le médecin, la solution, etc. Par exemple, la jeune femme enceinte, etc., qui ne sera pas prise en charge de manière très proche de chez elle, mais qui va être obligée de se déplacer, vous dites, à l'autre bout du département, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut effectivement faire simple. Faire simple, c'est un numéro, j'appelle et j'ai une réponse. On y est. Quel numéro? Je vais en parler après. Et après, une réponse la plus simple possible. À partir du moment où l'ensemble des professionnels acceptent de mettre leurs agendas à disposition, on trouve des solutions avec la géolocalisation notamment. Vous habitez où? Vous avez besoin d'un médecin. Où? Je suis l'opérateur. Je vous trouve un médecin près de chez vous. Et je note directement sur son agenda. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon agenda, j'ai trois sortes de choses. J'ai ce qui est programmé depuis 2-3 jours, des patients chroniques, des plages de rendez-vous disponibles pour mes patients. Et l'enjeu, c'est de mettre des plages de rendez-vous disponibles pour les patients du territoire, ceux qui habitent près de chez moi, que le SAS va m'envoyer. Alors justement, Pascal fait une drôle de mine, disant comment ça va marcher. La condition, c'est que les médecins, vous dites, partagent leur agenda. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont besoin d'incitation, probablement financière aussi, pour le faire.
Alors donc on va Et ça attendre fait- les calendes grecques. Non, parce que la négociation, c'est un de ses enjeux. C'est un, valoriser le fait d'avoir un agenda. Deux, valoriser l'acte fait en effection, c'est-à-dire la consultation D'accord. qui va être faite en réponse à la demande. Alors attendez, on va passer au numéro. Alors on a bien vu qu'il faut un numéro unique, enfin un numéro, et puis un deuxième numéro pour aller soit à l'hôpital, soit... enfin, on transmet la demande soit vers l'hôpital, soit vers la médecine de ville. Alors un numéro unique ou pas? Là, vous n'êtes pas d'accord? Hôpital et clinique, c'est important. Parce que là Établissement hospitalier, Oui, on va oui, dire, non, absolument. Alors un numéro unique, les Français veulent un numéro unique. Alors, bon, les Français nous ont effectivement répondu lors des travaux sur le pacte de refondation des urgences et les travaux du Ségur en disant effectivement un numéro unique est la meilleure solution. Après, nous on dit il faut au moins déjà un numéro commun, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire mettre en place un numéro santé ne remet pas en cause, là, demain, les numéros existants. Pourquoi? Parce que les gens ont une certaine habitude et puis il faut qu'on voit si effectivement c'est la bonne solution. Nous en sommes intimement persuadés parce que nous traitons les appels via le 15 depuis très très longtemps et nous sommes d'ailleurs prêts à abandonner le 15. Hein. Il faut être clair pour un numéro qui serait commun avec la médecine générale. Après, Le 113. Le 113, par exemple, oui. Nous, notre position est de dire il nous faut deux plateformes. Il y a trop de numéros d'urgence en France actuellement. Ça, Et le bien 15, on ne entendu. sait pas très bien si c'est les urgences, si c'est un avis. Enfin, c'est confusant dans l'esprit des Français, le 15. Alors, c'est confusant, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'avant ce qui s'est passé au mois de mars, il n'y a jamais eu de campagne nationale, jamais, disant aux gens, en cas d'urgence, faites le 15. Jamais. Là, il y en a une. On a vu que les gens ont massivement réagi. Et d'ailleurs, on constate, alors c'est une constatation, en tout cas moi départementale, mais je sais qu'elle est partagée dans d'autres départements, que depuis, l'augmentation des appels au 15, c'est aussi associé avec une diminution des appels sur les numéros spécifiques de permanence des soins. C'est pas dramatique. À partir du moment où ça arrive au même endroit, je crois que c'est ça qui est essentiel. Ça doit arriver au même endroit, ça doit suivre le même triage pour éviter qu'un patient qui appelle le numéro non adapté s'embarque effectivement dans une usine à gaz. Vous avez un infarctus, vous appelez le numéro de la permanence des soins, ça arrive au même endroit, c'est réorienté tout de suite vers la médecine d'urgence, il n'y a pas de problème. Et vous appelez pour la fièvre chez un enfant, ça arrive au 15, on ne va pas saturer l'aide médicale urgente, on envoie vers la médecine générale. On voit bien que ce numéro du 15 ou 113, c'est lui qui va dispatcher donc, vers SOS médecin, vers un médecin libéral autre, vers une clinique. C'est un pouvoir extraordinaire, ça fait peur. Il ne faut pas que ce soit le 15, là je le dis clairement. 113. Voilà, le 113, admettons, le 113, il oriente directement Pourquoi vous dites ça? vers... Pourquoi vous dites il faut absolument pas que ce soit le 15? Mais parce que je comprends la position de nos confrères généralistes en disant le 15, c'est l'image de l'hôpital, c'est encore l'hôpital qui va tout commander. C'est absolument pas ça, le SAS. Le SAS ne tiendra la route que s'il est co-construit, s'il est co-géré entre l'aide médicale urgente et la médecine générale. C'est pour ça qu'il faut se projeter sur l'avenir, il faut faire table rase du passé, faire quelque chose de nouveau. On voit que tout le monde y est prêt. Il y a certainement des incitations financières pour nos collègues généralistes, il le faut. Je vous rappelle qu'on considère que 4 patients sur 10 qui se présentent aux urgences pourraient être pris en charge autrement. Là, il y a des économies de santé. Donc là, c'est la panacée. Hein. On voit bien que c'est... Non, mais c'est génial. En tout D'après ce cas, que vous dites. c'est Alors, la solution qu'on voit aujourd'hui pour Voilà. régler pas mal de problèmes. Alors, il y a Attends, oui. les médecins D'accord. généralistes, l'avis de Jacques Battistoni quand même, Ouais. parce que... Ouais, je voulais souligner deux choses. La première, François Braun l'a bien dit, il y a la problématique de la communication, du bon usage du système de santé. Et donc, dans notre conception, ce numéro unique, s'il doit se mettre en place, c'est très vite, on répartit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vers l'urgence médicale, soit vers les soins non programmés. Je ne compte pas, par ailleurs, le nombre de fois où nous avons fait, en intersyndical, des communiqués sur le 116-117. Pourquoi? Le 116-117, c'est le numéro d'appel direct vers les soins non programmés, vers l'organisation de la médecine de ville. Si on y tient tant que ça, c'est parce qu'on a vraiment eu le sentiment très vite que si on ne mettait pas en place, avec les moyens qui vont avec, une organisation des médecins généralistes entre eux sur un territoire, on n'arriverait à rien. Le 116-117 concrétise cette organisation autonome des soins de ville. Alors, il y a des expérimentations aujourd'hui en cours. C'est d'ailleurs incroyable que ce soit en cours et que ce ne soit pas terminé, alors que vous militez pour le 113. Mais ça complique. Est-ce que quand même, il ne faudrait pas un numéro, une communication sur le 113 pour les Français? On va voir ce qu'en pensent les Français dans un instant. Odile Pexoto va nous le dire. Et puis qu'après, ça peut aller sur le 116-117. Moi, je vais être iconoclaste là-dessus. Je veux dire, peu importe la façon dont on en arrive. Ce qui est important, c'est l'organisation
l'organisation telle qu'on l'a décrit avec François. D'accord. Un endroit, Donc les vous gens n'êtes pas savent- accroché au 116, 117 on est pour des accroché à l'organisation spécifique autonome des soins ambulatoires et ça, quelque part, sa visualisation par le public. Il va falloir que dans la communication, on dise les médecins généralistes sur le territoire, ils sont organisés pour vous apporter une réponse. D'accord. Vous voulez revenir, parce que c'est ce qu'introduit Philippe, ces expérimentations, il y en avait 3, je crois, ou est-ce qu'on a des retours, ce qu'on appelle les retours d'expérience Expliquez-nous. Déjà, je crois qu'il y a une chose par rapport à ces expériences, expérimentations. Pourquoi tests. vous souriez? Pourquoi vous souriez? Cette question a l'air d'être... Non, mais elle est très difficile à analyser. Ce qu'il faut bien comprendre, Non, mais c'est Philippe qu'aujourd'hui, Leduc pose les questions faciles, moi les questions Voilà. difficiles. aujourd'hui, c'est la règle. aujourd'hui, la régulation médicale, elle est effectuée au même endroit partout dans les départements, quel que soit le numéro d'entrée, que ce soit 116 117, 0820 33 20 20, 33 33 15, c'est au même endroit. C'est-à-dire c'est au niveau des SAMU aujourd'hui, mais on a déjà physiquement, on est déjà regroupé pour ces moments physiquement au même endroit, et on a mis en place, grâce, je ne devrais pas dire ça, mais aussi la crise Covid, maintenant on a des systèmes de régulation hors site pour nos collègues généralistes essentiellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent réguler de leur cabinet médical, c'est transparent, on voit comment ça se passe, c'est sécurisé, donc on a des systèmes qui marchent. J'allais dire que les expériences sur les numéros ont montré, pour ce qui est des Pays de la Loire, une augmentation du nombre d'appels un petit peu, au début, puis maintenant. Voilà, peu importe, mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est la visualisation. On parlait tout à l'heure d'usine à gaz. Ce n'est pas une usine à gaz qu'on est en train de faire, c'est un orchestre symphonique. Il faut un chef d'orchestre, c'est ce 113, et après, il faut, vous avez les cuivres, ça va être la médecine d'urgence, puisqu'on fait beaucoup de bruit. Vous avez les cordes, c'est plus subtil, ça va être la médecine générale, etc. Alors, et on va jouer une musique. Je voulais simplement, avant, que l'on passe la parole à Odile Peixoto, que vous a appris, parce que ça c'est une extraordinaire expérimentation, que vous a appris les 6 mois que nous venons de vivre? Et la crise Covid ça a été alors je vais utiliser un mot anglais, je suis désolé. En allemand, je ne sais pas comment ça se dit, pourtant je viens de Metz, mais bon. Ça a été un véritable stress test pour la régulation médicale et ce concept de SAS. On s'est tous mis en mode SAS, c'est-à-dire un premier niveau de décroché extrêmement rapide, moins de 30 secondes, un traitement de l'appel très rapide par un assistant de régulation médicale, et on a ensuite orienté l'appel dans différentes filières. Aide médicale urgente, médecine générale, Covid. SOS médecin aussi? Oui, SOS médecin est un effecteur, donc il n'y a aucun problème. Et on s'est rendu compte, mince, ça marche. Nantes vient de publier un travail en montrant qu'en mettant ce système de fameux N1, donc de SAS, ils ont augmenté leur qualité de réponse en atteignant 98% des appels traités en moins d'une minute. Jacques Battistoni, alors. Ça marche. Ouais, je vais compléter sur les effecteurs, toujours dans le stress test dont parle François. La grande inquiétude au moment du Covid, c'était celle de Nicolas Revel, alors directeur de l'assurance maladie. Est-ce qu'on va avoir une réponse? Est-ce qu'on va pouvoir soigner en ville tous les patients qui vont présenter des symptômes Covid? Il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'on peut demander aux médecins généralistes de s'inscrire et d'être orientés par l'assurance maladie s'ils n'ont pas de médecin traitant? Pour répondre à la question. Les médecins généralistes ont répondu massivement oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu de patients qui n'aient pas trouvé de réponse en ville. Donc, on a préfiguré quelque part cette organisation des soins. Et là où c'était compliqué, là où il y avait des gens qui n'avaient pas de médecin traitant, ou bien qui étaient de passage, vous pouvez être aussi en déplacement dans une ville, on a mis en place des centres de consultation spécifiques organisés par les médecins libéraux qu'on a appelés des centres Covid. Donc ce Covid, il y aura un avant et un après Covid dans le système de santé. On est d'accord, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ça qui est terrible, c'est que ce Covid nous a montré qu'on pouvait faire autrement et que ça marchait. On a diminué la fréquentation des urgences de 50%. De 50%. Oui, mais pour des raisons autres, parce que les gens avaient peur de sortir et d'aller se contaminer dans les hôpitaux. Alors, pour des raisons autres, bien sûr, mais pas que. Aussi parce qu'on a renforcé la régulation médicale et qu'on a renvoyé vers la médecine générale. Non, c'est important, absolument. Alors, Odile Peixoto, qu'on a enregistré. Oui, il faudra quand même qu'on revienne là-dessus. Absolument. On va voir ce qu'en pensent les Français, quand même, c'est important. On écoute Odile Peixoto de BVA. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces nouveaux contrepoints de la santé consacrés donc à ce nouveau service qui permet aux Français d'accéder à des soins de premier recours, d'être aiguillés vers des soins adaptés. Ce service va être mis en place et donc on a voulu recueillir l'opinion des Français à ce sujet. L'enquête a eu lieu donc comme d'habitude entre le 7 et le 9 octobre auprès d'un échantillon de 1001 Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.
Première question traditionnelle, la confiance dans l'action du gouvernement en matière de santé. Stabilité depuis juin avec 38% d'opinion favorable. Voilà, et ça avait augmenté en fait par rapport à la période d'avant Covid, puisqu'avant Covid, en février, on était à 31%. Première question concernant ce nouveau service à mettre en place pour orienter les patients. On leur demandait s'ils préféraient un seul numéro de téléphone qui les orienterait vers le service le plus adapté, ou s'ils préféraient 2 numéros, un pour les urgences vitales et un autre pour les urgences qu'ils considéraient comme moins vitales et qu'ils orienteraient plutôt en ville. Là, il n'y a pas de consensus puisqu'on est 51% pour un seul numéro et 49% plutôt pour 2 numéros séparés, qui sépareraient les urgences jugées vitales des autres. Donc, pas de consensus. Deuxième question, on leur demandait s'ils voulaient simplement un service d'orientation qui les guiderait vers le service le plus adapté ou s'ils voulaient un service avec une dimension servicielle un petit peu plus étendue, avec éventuellement un premier niveau d'information, voire même, pourquoi pas, une dispensation d'ordonnance. Et là, clairement, la majorité se dessine pour le service vraiment d'orientation pure et simple, avec 63%. Il y a 37% des gens seulement qui seraient plutôt favorables à un service avec une dimension plus étendue de possibilités, mais 63% préfèrent simplement un guidage vers les urgences ou l'hôpital ou le médecin selon leur cas. Et on leur demandait également donc si ils iraient moins systématiquement aux urgences s'ils pouvaient joindre par téléphone ou par Internet un tel service qui orienterait vers un professionnel de santé disponible en cabinet. Et là, on a une écrasante majorité, 77% de oui, avec même 33% qui disent oui, tout à fait. Donc, quand on a un fort taux de tout à fait, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'assez solide et on peut d'ores et déjà dire que quand même ce service d'orientation permettrait de désengorger les urgences a priori de manière assez efficace. Voilà. Alors, quelles sont vos réactions? Vous avez opiné du bonnet, si je puis dire, sur les 77% des Français qui disent on n'ira pas aux urgences si on a un numéro qui nous oriente, ou on ira, mais enfin, on veut un numéro qui nous oriente. Oui, je crois que les gens ont bien senti l'intérêt qu'il pouvait y avoir à ça, le fait d'avoir une réponse organisée, une possibilité qu'on leur donne d'emblée. Je crois ce qu'ils cherchent, tout simplement, c'est un rendez-vous rapidement. Ils ont besoin qu'on les oriente, qu'on les repère. C'est compliqué pour eux de prendre un téléphone, d'appeler des secrétaires qui disent « Ah non, il ne peut pas vous prendre ». Là, on leur offre la garantie d'un rendez-vous dans la journée. Je pensais aux déserts médicaux dont on parle beaucoup. Il est évident que le problème des déserts médicaux est un problème important qui appelle des solutions multiples. Qui traînent depuis 20 ans, là aussi. Qui traînent depuis longtemps, notamment l'attractivité de nos professions, notamment l'aménagement du territoire. Néanmoins, cette solution-là permet d'avoir quelque chose quand même qui est un filet de sécurité qui permet d'offrir aux gens une réponse. François Braun, peut-être sur le sondage. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Jacques sur cette problématique. Les gens ont bien compris. Ils ne viennent pas attendre 4 heures dans une salle d'attente des urgences par plaisir. C'est évident, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ils ne la trouvent pas. Parce que c'est gratuit aussi. Mais... Non, c'est pas gratuit, les urgences. D'ailleurs, le nouveau forfait patient urgence le montre bien. C'est pas gratuit. Les gens reçoivent le ticket modérateur. Le problème, c'est qu'ils le reçoivent 6 mois après, ils s'en souviennent plus. Non, mais c'est un centre de santé intégré, quand même, Pascal a raison. Souvent, ça paraît gratuit. Et deuxièmement, il y a tous les examens. On fait tous les examens en quelques heures. Dans le cabinet de médecine générale, c'est plus compliqué. Alors cela, moi je me dis, en écoutant Odile Peixoto, mais probablement on verra avec Renaud ce qu'en pensent également les Français, interrogés directement, ou ceux qui nous suivent et qui vont réagir, mais également la crise telle qu'on l'a connue, on n'a plus envie d'aller à l'hôpital. Oui, sûr. Alors c'est vrai que les services d'urgence n'ont pas récupéré leur activité d'avant. Pascal parle pour lui, là. Peut-être. Mais moi, je vis la vraie vie. Moi, j'ai pas envie que nos concitoyens viennent systématiquement à l'hôpital et aux urgences. Pour un problème de médecine générale, ils seront bien mieux soignés auprès d'un médecin généraliste. Ça, je crois que c'est tout à fait clair. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Il faut que vous nous parliez aussi du téléphone. Pardon, il y a encore un problème qu'on évalue mal aujourd'hui. C'est que, certes, nous avons une crise sanitaire, mais va s'ouvrir une crise sociale terrible, avec des difficultés d'accès aux soins pour de plus en plus de nos concitoyens. Donc il faut qu'on construise vite une solution. Sinon, tous ceux qui n'auront plus les moyens, y compris financiers, d'accéder aux soins, vont se précipiter vers l'hôpital.
D'accord. Alors, il faut que vous nous parliez aussi quand même, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là, ou alors on écoute Renaud. Renaud, peut-être, sur les questions des internautes ou d'autres questions, Renaud? J'avais pas prévu que c'était maintenant. Oui, il y a 3 questions. Il y a une première qui est une réaction sur le 15. On entend votre débat, le 15, 2 numéros, parce qu'en interne, ça permet symboliquement d'avoir notre numéro et de ne pas se sentir mangé par l'hôpital, etc. Mais est-ce que si on prend un peu de recul, si on prend la position du patient, est-ce que ce n'est pas un débat ubuesque? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une campagne de communication sur le 15, que vous nous dites que ça marche, qu'il y a eu des appels, à partir du moment où ce numéro s'installe, pourquoi changer derrière? Parce qu'il y a des craintes pour les uns et les autres. Est-ce que les professions aujourd'hui ne sont pas assez grandes et matures pour comprendre qu'un numéro, ça ne résume pas l'enjeu de santé publique vis-à-vis du patient? Première question. Deuxième. Au-delà du 15 et de l'urgence, vous avez un certain nombre de professions qui, après mars, je pense aux biologistes et aux infirmiers, qui ont eu une communication un peu coordonnée pour demander que, pour tenir compte de ce qui s'était passé en mars et de se dire qu'il y avait peut-être intérêt à construire en amont d'une future crise ce qu'on pourrait appeler un plan blanc ville, c'est-à-dire que autour, soit des CPTS ou autres, de circuits préférentiels, balisés, pour que à la prochaine vague, au prochain tsunami, ça ne soit pas chacun se débrouille comme il peut dans son coin. D'accord. La troisième question, c'est de dire, et elle est liée aux 2 autres fortement, vous avez parlé tout à l'heure des CPTS, des équipes de soins primaires. Ça veut dire que là, on est dans un noyau de réelle coordination entre les différents professionnels. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, toutes les professions, et les médecins aussi, qu'on accuse souvent d'avancer avec le frein à main sur cette question, sont prêts à une réelle coordination, coopération entre professionnels? Alors, le 15, c'est vrai qu'il y a un numéro qui est connu, on ne sait pas très bien à quoi il correspond, mais pourquoi changer? Alors, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Oui, déjà, la problématique, et je rejoins les internautes, n'est pas une problématique de numéro. Pourquoi? Parce que même pas une problématique de téléphone. Aujourd'hui, regardez les jeunes, ils ne communiquent plus par les numéros de téléphone. Il faut qu'on soit accessible via les réseaux sociaux, via tous ces systèmes-là. Donc le problème est plus vaste. Alors pourquoi le 15? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que techniquement, les numéros d'urgence à 2 chiffres vont disparaître pour des raisons pratiques. Alors je ne connais pas le détail exactement, mais de France Télécom, etc. Donc on va passer à des numéros à 3 chiffres, ce qui permet de libérer des numéros de téléphone plus facilement. Donc c'est l'occasion. Et c'est à quel terme? Alors ça devait déjà être il y a quelques... Voilà, donc bon, ça peut attendre. Donc c'est quelque part l'occasion d'avoir aussi une communication et de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais oui, je pense que les gens, déjà, il faut faire confiance à nos concitoyens. Quand ils ont un problème de santé, ils savent bien que ce n'est pas un problème de sécurité ou un problème d'incendie. Donc ils savent faire la différence entre une plateforme sécurité secours et une plateforme santé. Et ensuite, bah oui, il faut leur donner des choses simples. Plan blanc en cas de crise? Je crois qu'on a montré qu'on était en capacité de le faire. Il y a beaucoup d'endroits où les professionnels de santé, pas que les médecins, mais aussi les infirmières, notamment avec qui on travaille tous les jours, mais également les pharmaciens, tout ça, on s'est organisé sur le terrain. Moi, dans ma commune, je peux parler de ce que je connais, ce que j'ai fait. Ce qu'on a fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les gens ne venaient pas dans nos cabinets, qu'ils avaient peur. Et que donc, il n'y avait qu'une seule solution, si on voulait continuer à avoir des patients, c'était de faire de la télémédecine. C'est pour ça qu'on a fait de la télémédecine. Premièrement. Deuxièmement, on s'est dit, il y a quand même des gens qu'il faut qu'on examine. C'est bien beau la télémédecine, mais quand il faut s'assurer de voir si le patient n'a pas une pneumopathie, pour ausculter, il faut pouvoir le sculpter. Et il faut le faire dans des conditions de sécurité. Et il ne faut pas effectivement que ce patient vienne se mélanger avec les autres patients et les contaminer. Donc on a créé des fils et des consultations spécifiques. Donc on est allé consulter à tour de rôle les patients que nos copains, nos collègues nous envoyaient pour pouvoir l'examiner et leur dire non, j'ai vu ton patient, il n'y a pas de souci. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait après? Après, le laboratoire d'analyse, il nous a dit, moi je ne fais pas des tests PCR dans mon laboratoire, je n'ai pas la place, je n'ai pas le personnel et je ne veux pas non plus, là encore, mélanger les virus Covid avec le reste. Et donc, ce sont nos infirmières dans les centres Covid qui sont allées faire les prélèvements.
Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va réactiver ça si on a besoin de faire des consultations séparées. On va réactiver ça si on a besoin de faire des tests antigéniques dont on parlait et dont le président de la République a parlé. Et demain, on va le réactiver aussi si on a besoin de faire de la vaccination contre le Covid dont on commence à parler. Donc vous êtes prêts, vous nous rassurez. Alors, troisième question de fond, la coordination, que les professionnels de santé travaillent ensemble. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que là aussi, ça traîne un peu, on a du mal. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, c'est le métier de médecin qui change? Quelqu'un a dit, coordonner, c'est encore soigner. Et les médecins sont formés, encore aujourd'hui dans les facultés, à soigner et non pas coordonner pour simplifier. Mais la prise en charge du patient sur un territoire avec une responsabilité populationnelle ou territoriale, on n'apprend pas ça à la fac et les médecins n'ont pas tellement envie de le faire. Oui, ce que veut dire Philippe, c'est une formation insuffisante. Ce n'est pas une attaque pour vous, mais en santé publique d'une part. Et puis on sait bien que les médecins, alors ça c'est en train peut-être de changer, moi je suis assez optimiste, mais c'est vrai que les malades reçus en urgence, c'est des malades compliqués. Alors, on aime bien dans son cabinet avoir un cabinet. Non, mais restons sur la question quand même. Coordonner, c'est encore soigner. Parce que vous n'avez pas été formé à ça. Les jeunes ne sont pas du tout formés à ça. Toujours. Donc c'est en effet, Pascal a raison, c'est la santé publique, c'est la responsabilité populationnelle. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire, tout le monde est d'accord? Tout à fait. Je crois que l'université doit s'adapter, doit former des médecins qui sont aussi des chefs d'équipe, quelque part, ou qui travaillent au sein d'une équipe, qui la coordonne éventuellement, qui ait des notions de santé publique, qui ait des notions de conduite de projet. On doit prendre en charge la population. On ne peut plus s'occuper simplement, j'ai mes patients, et puis le reste autour de moi, j'en ai rien à faire. Mais à la faculté, c'est une carence totale aujourd'hui. À la faculté, c'est une carence, à tel point que nous, syndicats, on fait deux choses en ce moment. On travaille, et on a proposé ça à l'ensemble des composants de la profession de médecin généraliste. Sur le référentiel métier, d'accord avec vous, Philippe, on doit évoluer, le métier de médecin, et notamment de médecin généraliste, évolue. Donc on est en train de regarder ce référentiel métier pour le faire évoluer. On va probablement vers à la fois plus de technicité, plus un rôle de coordination, plus un rôle d'animation d'équipe. Donc on va regarder ça de près. Bon. Pardon, excusez-moi. Pascal, oui. Peut-être François Braun sur la coordination. Parce que un petit élément positif pour montrer qu'il y a un peu de ciel bleu quand même. Au niveau des urgences, nous arrivons à un changement du financement des services d'urgence. Pour ne plus avoir un financement à l'acte, mais avoir un financement populationnel. Pourquoi? Parce qu'on est là pour répondre aux besoins de santé d'un territoire. Et d'ailleurs, dans les préconisations que nous faisons sur le SAS, il y a cette partie de financement populationnel, il y a une partie de financement à la qualité, et finalement, le financement à l'activité diminue. Donc on est bien dans cette logique... C'est acquis, ça? C'est acquis? Oui, c'est acquis. On est bien dans cette logique de réfléchir en remettant... Acquis, mais c'est minime encore, non? Oui, forfaitisation. On ne peut pas s'amuser du jour au lendemain à dire vous n'êtes plus payé à l'activité, mais au niveau populationnel, on va faire exploser le système. Mais sur plusieurs maintenants, ça va avancer. Sur le financement des urgences, oui. Ah oui, oui. Et alors, dans quel sens on va? On va vers une augmentation de cette partie populationnelle au détriment de la partie activité. On n'arrête pas de dire que les hôpitaux ont intérêt à faire venir les gens aux urgences pour gagner de l'argent, etc. On veut casser ce dogme. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand on regarde à la PHP, 38% des recrutements de malades passent par les urgences. Donc ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on recrute des patients par les urgences qui doivent être hospitalisés. Quelque part, c'est normal. Oui, mais plus il y a des gens aux urgences, plus il y a des gens dans les services. Non, parce qu'on n'arrive pas à hospitaliser nos patients à partir des urgences. Ça, c'est toute la problématique. Non, mais s'il y a plus de monde qui vient. Non, parce que le pourcentage de gens qui doivent être hospitalisés reste le même. On n'hospitalise pas quelqu'un qui ne doit pas l'être. Enfin, il y a des services vides quand même. Oui, parce qu'il manque de personnel. Bon, alors, moi, je voulais vous interroger sur que faites-vous dans ce service universel que nous définissons depuis 1 heure, ça va bientôt se terminer. Comment définissez-vous les plateformes privées? Il y en a quand même beaucoup. Quel rôle jouent-elles dans l'accueil des urgences et des soins non programmés, des prises en charge, des conseils? Alors, il y a notamment, d'ailleurs, un de nos partenaires le fait, CARE, enfin, il y en a d'autres, Notissimo, etc. Aujourd'hui, c'est les grandes réponses, c'est eux qui sont presque les gagnants de toute cette période. Ils jouent un rôle tout à fait considérable. Moi, je voudrais bien voir les chiffres.
Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment les grands gagnants. Enfin, peut-être sur le plan financier. En tout cas, sur la télémédecine et la téléconsultation, les chiffres de l'assurance maladie sont très clairs. C'est les médecins généralistes qui ont fait la grande majorité des téléconsultations pendant la crise et qui vont le refaire s'il y a besoin. Avec des plateformes de télémédecine. Alors, je vais parce qu'il y a deux choses. Parce qu'il y a les rendez-vous. Il y a les rendez-vous quand même. Voilà, et c'est ça que je voulais rendez-vous dire. et télémédecine. Deuxièmement, il y a deux sortes de plateformes. Il y a la plateforme qui permet qui ouvre à la population la possibilité de prendre un rendez-vous chez un médecin. Elle met en contact et éventuellement elle propose une consultation ou une téléconsultation. Ça, c'est pas la peine de les nommer, mais évidemment, on a tous en tête des plateformes. Ça, c'est fortement développé, c'est quand même voilà, une ça, technologie. c'est une forme de plateforme. Quand vous parlez d'une plateforme comme Care ou comme d'autres, comme Livy par exemple, pour en nommer une autre, ces plateformes-là font la totalité. Elles ne se contentent pas de donner un rendez-vous, elles donnent un rendez-vous chez un de leurs professionnels à eux. Et quelque part, elles se substituent à l'offre de soins de ville. Plus ou moins remboursées, alors si c'est pas... Voilà. Alors, elles ont obtenu d'être remboursées dans le cadre de la crise Covid. Elles existaient avant, mais étaient payantes, ce n'était pas remboursé. On est hors parcours de soins, c'est une dérogation aujourd'hui. Clairement, la position unanime des syndicats médicaux, c'est de dire cette position-là doit changer. On doit revenir à ce qui était le droit commun auparavant. D'accord. Et de votre point de vue, est-ce que c'est une aide Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, potentiellement, ce sont des effecteurs. Mais ce ne sont pas des éléments de la régulation médicale. Je crois que vraiment, il faut voir le SAS par ça. L'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit votre niveau social, financier, tout ce que vous voulez, à une expertise médicale de qualité adaptée à votre problème de santé. Alors justement, on a vu que c'était important. On arrive au terme de cette heure de débat. Quelles sont les prochaines étapes? Parce que, bon, alors on a pris du retard, mais bon, on le comprend avec le Covid. Mais concrètement, ce SAS, alors, c'est quel objectif? C'est 2021, été 2021, après l'été 2020. Et quelles sont les étapes? Alors, très concrètement, quelles sont les barrières à franchir? Alors, Jacques Battistoni et François Braun. Ouais, là, c'est très opérationnel. Il faut mettre en place, en ce qui nous concerne, nous, sur ce volet ambulatoire du service d'accès aux soins, il faut mettre en place le secrétariat qui répond aux appels, le médecin régulateur, éventuellement de chez lui, délocalisé, qui répond aux appels. Et donc, il faut financer tout ça, avoir une organisation, probablement départementale, partout, qui permette d'avoir une réponse au téléphone. Ça, vous discutez de ça avec l'assurance maladie et vous pensez que l'argent est là regardez le PLFSS avec attention, vous trouverez une ligne. Ça manque? Non, elle y est. Ah non, c'est pas dans les 300 millions? À mon avis, ce sont les 300 millions. D'accord. Et l'autre bout, c'est les effecteurs qu'il faut valoriser. Et donc, il faut valoriser l'outil. Et l'outil, c'est effectivement une plateforme qui permet d'agréger l'ensemble des agendas, qui fait que l'opérateur peut directement prendre un rendez-vous sur l'agenda des médecins. Et puis, il faut valoriser l'effecteur qui accepte de prendre des rendez-vous de façon à lui donner envie de faire pour pouvoir répondre aux besoins de la population et pas à ses propres propositions. Donc vous pensez que le timing est bon, les solutions sont là, les motivations à la fois de l'assurance maladie qui paye et des professionnels de santé. Vous êtes optimiste? On voit que la population le demande. Nous, on l'a dit depuis longtemps. On avait besoin de cette négociation. On a un problème avec des élections professionnelles qui vont arriver, mais je pense, si je vous donne rendez-vous dans un an, on aura très probablement signé des accords et on pourra commencer. Pourquoi les élections? Parce qu'il y a de la surenchère, c'est ça? Oui, entre syndicats ou... Vous connaissez. C'est en avril? C'est en avril. Donc il faut attendre avril? Moi, ce que je dis, c'est que ça devient de plus en plus compliqué à mesure qu'on s'approche des élections pour quelque syndicat que ce soit de signer un accord sous la pression des élections. D'accord. François Braun, pour conclure. On ne voit pas à quoi vous pensez. On ne voit pas à quoi vous pensez. Je suis aussi optimiste. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, la DGOS, a fait un appel à projet pilote. Plus de la moitié des départements se sont déjà engagés pour être site pilote, même si l'ensemble veut y aller. Donc c'est très très bien, avec des dossiers plus ou moins complets à regarder ensemble. Enfin bon, en tout cas, il y a cette volonté commune de la médecine générale, de la médecine d'urgence d'y aller. Vous parlez de département, là? Oui, parce que l'échelle a été pour l'instant départementale. Après, il faudrait une heure de plus pour bien expliquer le découpage avec du supradépartemental, voire du régional. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les professionnels de terrain sont motivés. Ces sites pilotes vont être désignés très probablement début de semaine prochaine par la DGOS, vont être mis en place avec une première évaluation dans 3 mois. On est bien sûr beaucoup sur la partie filière régulation médicale. La partie effection, on soutiendra nos collègues généralistes pour qu'elle soit valorisée, pour que ça puisse marcher sur le terrain.
Donc je suis plutôt optimiste et effectivement, je pense que dans un an, ce sera quelque chose qui sera installé, qui fonctionnera et qui répondra finalement aux besoins de la population. Et vous parlez de sites pilotes, donc ce n'est pas des expérimentations, c'est vraiment quelque chose qui se développe dans la vraie vie, en grandeur nature. Oui, ce qui est très différent de l'expérimentation, Tout à fait. où ça recule. On n'est pas dans l'expérimentation, on a la mise en place de sites pilotes. Pour parler de ce que je connais bien, qui est le département de la Moselle, nous sommes déjà en ordre de marche, nous sommes prêts. Nous pouvons mettre un mot de sas demain, si c'est nécessaire, et c'est nécessaire, donc on va le faire. Espérons que la Moselle sera l'exemple de la France. Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres très beaux dossiers, y compris sur des zones très peuplées, comme l'Île-de-France, où il y a un dossier extrêmement intéressant qui va très certainement être site pilote également. Et le Calvados, alors? La Manche. La Manche. La Manche. Il faut conclure. Merci, messieurs. Donc, on a la réponse à notre question. L'heure au panacée, c'est la panacée. Maintenant, ça, c'est à vous. Moi, ça... je pense qu'il est surtout l'heure de terminer. Donc, merci aux équipes. Merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de santé et à LDC Santé et à Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et on se réunira très prochainement justement pour voir s'il faut penser le système de soins différemment, s'il faut rebattre les cartes pour résoudre tous ces problèmes. Parce que là, on est optimiste, vous êtes optimiste, mais on aimerait bien que ça avance un peu plus vite pour les patients. Ouais, Philippe, Pascal. et que dit le philosophe de tout ça? Hâte-toi lentement. Merci à tous, à toutes.